Aujourd'hui, nous allons étudier une affaire de la seconde moitié du 19e siècle. Installez-vous, direction la Nouvelle-Zélande. Thomas Hall est né à Kingston-upon-Hull, dans le Yorkshire, en Angleterre, en janvier 1848. Fils de Thomas et Sarah Hall, propriétaire d'une grande ferme, il a émigré très jeune avec sa famille en Nouvelle-Zélande, s'installant à Timaru. Son père s'est remis à exploiter une ferme, et lorsque Thomas a terminé ses études, il a reçu la responsabilité de gérer une exploitation ovine appartenant à son oncle, Monsieur John Hull, un homme qui allait plus tard devenir Premier ministre de la Nouvelle-Zélande. Dans les années 1870, Thomas s'était lancé dans les affaires et s'était établi comme agent de commission. Il est devenu associé chez Hall & Mason, une entreprise spécialisée dans les transactions foncières, les arrangements financiers et aussi un peu de prêt d'argent. À Timaru, ville coloniale en expansion, ce travail pouvait être rentable et Thomas comptait bien en profiter. Il était bien connu et apprécié localement et évoluait aisément au sein de la société. On le voyait aussi fréquemment en compagnie de jeunes femmes et beaucoup le considéraient comme un célibataire convoité. Cependant, bien qu'il se présentât comme quelqu'un de réussi et bien placé, en réalité, ses affaires lui causèrent des difficultés financières. Le 26 mai 1885, il épousa une jeune femme nommée Catherine Kane, qui était la belle-fille du capitaine Henry Kane, l'un des premiers colons de Timaru, qui avait également été maire de la ville. Le capitaine Kane n'était pas satisfait du choix de mari de sa belle-fille. Cependant, en octobre 1885, il commença à changer d'avis au sujet de Thomas Hall. Les deux hommes réglèrent leurs différends, et Thomas devint un visiteur régulier, rendant souvent visite au capitaine. Le capitaine Kane vivait dans une grande résidence, alors que Thomas et Catherine vivaient dans une petite maison juste à l'extérieur de la ville, avec mademoiselle Margaret Houston, compagne de Madame Hall. Avant le mariage, Thomas insista pour que sa femme rédige un testament qui placerait tous ses biens sous son contrôle en cas de décès. Et Thomas fit également souscrire d'importantes polices d'assurance vie au nom de sa femme. L'une était payable à son décès, tandis que l'autre dépendait du fait qu'elle meure dans un délai spécifié. Bien qu'il soit récemment marié, ces dispositions paraissaient ordinaires. Au début de 1886, le capitaine Kane tomba malade et Thomas se rendait chez lui pour s'occuper de lui. Le capitaine se plaignait que le whisky, qu'il avait l'habitude de boire depuis de nombreuses années, le faisait maintenant vomir. On savait que Thomas offrait souvent son whisky au capitaine Kane lors de ses visites. L'état du capitaine ne s'est pas amélioré, et le 29 janvier 1886, il est décédé. Après sa mort, Thomas et Catherine ont emménagé dans la grande maison, emmenant mademoiselle Houston avec eux. En juin 1886, Catherine a donné naissance à un petit garçon. Cependant, cet événement qui aurait pu marquer une période de stabilité et de contentement fut rapidement assombri par l'inquiétude. Alors que la santé de Catherine commençait à décliner, elle fut soignée par le docteur Patrick McIntyre qui trouva ses symptômes difficiles à expliquer. L'évolution de sa maladie ne correspondait pas exactement à un diagnostic courant et son état semblait fluctuer d'une manière qui lui causait une inquiétude croissante. Les choses prirent une tournure plus grave lorsqu'un incident survint impliquant un visiteur qui aidait à s'occuper de Madame Hall. Une tasse de thé préparée pour elle fut accidentellement bue par le visiteur, qui tomba aussi malade avec des symptômes similaires à ceux de Catherine. Lorsque le docteur McIntyre fut informé, il commença immédiatement à soupçonner que ce qui affectait les deux femmes ne provenait peut-être pas de causes naturelles. Il fit envoyer un échantillon de vomissures pour une analyse chimique, dont les résultats confirmèrent la présence d'antimoine, une substance connue pour ses propriétés toxiques. Avec cette découverte, la situation ne pouvait plus être considérée comme incertaine. La police a été contactée et a fouillé la propriété. Ils ont trouvé des traces d'antimoine parmi les effets de Thomas Hall, et ils ont également découvert un ouvrage médical intitulé Taylor on Poisons, un livre qui détaillait les substances toxiques et leurs propriétés. Le 15 août 1886, Thomas Hall et mademoiselle Margaret Houston ont été arrêtés et accusés de tentative de meurtre sur mademoiselle Catherine Hall. Malgré l'arrestation, une certaine sympathie subsistait envers les parents de Thomas, qui étaient depuis de nombreuses années considérés comme des habitants distingués et respectés de Timaru. L'arrestation provoqua une grande agitation dans la ville et la nouvelle se répandit rapidement de rue en rue, attirant des curieux et suscitant des discussions constantes parmi les habitants, tous désireux de connaître les détails de l'affaire.
Une enquête plus approfondie menée par la police leur permit de découvrir que, le 8 décembre 1885, M. Thomas Hull avait falsifié un transfert d'hypothèque de M. Michael Mitten à lui-même et à M. Gilbert Misson. Ils ont également trouvé la preuve que, le 16 juillet 1886, M. Hall avait falsifié un billet à ordre pour un paiement de 225 M. Gilbert Misson, associé dans l'entreprise dirigée par M. Hall, fut interrogé pour savoir s'il accepterait de témoigner, ce à quoi il acquiesça. Dans les jours suivants, d'autres faux ont été découverts, et M. Thomas Hall faisait face à de nouveaux chefs d'accusation. Il a été détenu dans la prison de Littleton et, le 27 septembre, il a été décidé d'exhumer le corps du beau-père de sa femme, le capitaine Henry Kane. Une autopsie a ensuite été réalisée, révélant dans son corps la présence d'une quantité significative d'antimoine. Lorsque cette découverte est devenue connue, elle a provoqué un choc général à Timaru. Ce qui avait déjà attiré l'attention du public soulevait maintenant des questions plus graves, beaucoup se demandant si la mort du capitaine Kane était due à un empoisonnement délibéré. À ce stade, de nouvelles accusations officielles visèrent M. Thomas Hall, notamment pour falsification. D'abord centrée sur l'empoisonnement présumé de sa femme, l'affaire s'élargit et, avec de nouveaux détails présentés aux magistrats, un procès fut prévu à la Cour suprême début octobre. Mademoiselle Margaret Houston fut également accusée et inculpée de tentative de meurtre sur Madame Catherine Hall en administrant du poison. Aujourd'hui, nous allons examiner un type de cas différent, celui d'un homme nommé John, qui possédait une fortune, mais a commis une erreur fatale qui lui a tout coûté. John a investi tout ce qu'il possédait dans une entreprise qui semblait solide comme le roc, pour découvrir un mois plus tard qu'elle avait fait faillite. Il a tout perdu, et ce n'est pas surprenant, car des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent. S'il avait eu une plateforme comme Mintos, je suis sûr que son histoire aurait été différente. Mais qu'est-ce que Mintos, me demanderez-vous? En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est si simple. Le rendement de chaque prêt est affiché dès le début. Le risque est clair et les paiements quotidiens offrent un revenu passif prévisible. Le tout simplement. Sur la plateforme, je peux filtrer les prêts selon le rendement que je souhaite, le niveau de risque avec lequel je suis à l'aise et même la durée du prêt. Mintos propose également des portefeuilles automatisés. Donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code pour en profiter. Cher vieux John, s'il avait su, vous le savez, alors ne ratez pas cette occasion. Lorsque le procès commença dans la ville de Christchurch le lundi 11 octobre 1886, l'intérêt de la presse et du public était tel que la zone autour du tribunal était bondée et l'entrée se faisait uniquement sur présentation d'un billet. On la qualifia parmi les affaires les plus remarquables jugées en tribunal pénal colonial. Le jury devrait déterminer si M. Thomas Hall et Mlle Margaret Houston avaient tenté d'empoisonner Mme Catherine Hall. Et M. Hall était également accusé de 12 chefs d'accusation de faux. Il avait cependant été décidé qu'à ce stade, M. Hall ne serait pas poursuivi pour le meurtre du capitaine Kane. En s'adressant au jury, M. le juge Johnson a d'abord évoqué l'importance majeure de l'affaire et la gravité de l'accusation. Il a été expliqué que M. Hall était un agent immobilier de Timaru et que Mme Catherine Hall était son épouse, et que depuis le début de l'année, il vivait dans un endroit appelé Woodlands. Le tribunal a appris que Mlle Houston vivait aussi avec eux, mais son rôle exact restait flou, bien qu'elle ait des liens amicaux avec M. et Mme Hall et effectuait des tâches domestiques. Il a été expliqué que le 19 juin, Mme Hall avait donné naissance à un enfant et qu'avant cela, en novembre de l'année précédente, elle avait souffert de symptômes de malaise, notamment des vomissements, et que son médecin traitant avait naturellement attribué cela à la grossesse. Cependant, après la naissance de son enfant, des symptômes similaires sont apparus et ont persisté par la suite. Le tribunal a ensuite appris que, peu de temps avant l'arrestation, des vomissures de Mme Hall avaient été analysées par les docteurs McIntyre et Drew et qu'elles contenaient de l'antimoine, un poison minéral irritant.
Avant de terminer l'exposé de l'affaire, le tribunal a appris qu'à une occasion, de l'eau glacée qui lui avait été donnée avait provoqué un violent malaise. Elle a donc été goûtée par une infirmière et jugée amère. Et lorsque cette eau a également été analysée par la suite, il a été révélé qu'elle contenait aussi une quantité importante d'antimoine. Le ministère public a déclaré au tribunal qu'après l'arrestation des accusés, l'état de Madame Hall s'est rapidement amélioré. Donc, en supposant que Madame Hall ait été empoisonnée, la question était qui lui avait administré le poison? Parmi les témoins figuraient 2 domestiques et une infirmière qui avaient aidé à s'occuper de Madame Hall. Elles ont affirmé au tribunal que Monsieur Hall entrait souvent dans la chambre de sa femme et lui apportait parfois du thé. Les domestiques ont nié avoir connaissance de substances suspectes administrées à Madame Hall, mais ont confirmé que Monsieur Hall avait eu l'occasion d'administrer du poison. Des preuves ont été présentées montrant qu'avant que Madame Hall ne présente des signes d'empoisonnement, Monsieur Thomas Hall avait lu des livres de médecine, en particulier des ouvrages détaillant les poisons. Il a également été affirmé qu'il avait acheté une quantité considérable de tartre émétique, qui est une forme d'antimoine. L'accusation était dirigée par Robert Stouts, et il a déclaré au tribunal qu'au moment de l'arrestation de Monsieur Hall, celui-ci avait tenté de se débarrasser de quelque chose dans ses poches et qu'une lime avait ensuite été retrouvée, ainsi qu'un bouchon qui, après analyse, présentait tous 2 des traces d'antimoine. L'inspecteur Broham a témoigné et a déclaré que lorsqu'il est devenu évident que Monsieur Hall ne pouvait pas récupérer la lime, il est devenu très anxieux. L'inspecteur a aussi dit que lors de la découverte d'un livre sur les poisons pendant la perquisition, Monsieur Hall a commenté « Je suppose que cela jouera contre moi ». Le mobile avançait. Monsieur Hall était en grave difficulté financière et un billet à ordre falsifié arrivait à échéance, ce qui signifiait qu'il avait un besoin urgent d'argent. Le tribunal a appris qu'il avait assuré la vie de sa femme quelques semaines avant sa maladie et l'avait poussé à rédiger un testament lui léguant tous ses biens. La presse avait rapporté qu'une tentative d'incendie de la maison avait eu lieu et que Monsieur Hall pourrait y être lié car du kérosène avait effectivement été retrouvé caché dans une dépendance. Cependant, comme cela n'aurait probablement pas pu être prouvé devant le tribunal, cela avait été écarté de la procédure. L'accusation soutenait que Mademoiselle Houston était en termes très familiers avec Monsieur Hall. Sans preuve d'une relation inappropriée, leur comportement suggérait une certaine intimité. Il a été déclaré qu'elle entrait parfois dans sa chambre, lui apportait du thé le matin et y restait un certain temps. Et il avait été noté qu'à certaines occasions, on l'avait vu se comporter de façon enjouée avec lui, d'une manière qui suggérait une familiarité excessive. Des témoins ont confirmé les avoir vus sortir ensemble à plusieurs reprises et qui avaient déclaré au tribunal en privé qu'elle l'appelait Tom, tandis qu'il l'appelait Meg ou Meg. Étant donné cette proximité, il a été suggéré que Mademoiselle Houston était une personne en qui Monsieur Hall avait confiance et qu'elle aussi avait amplement l'occasion d'administrer du poison. D'autres circonstances présentées incluaient les réactions de Mademoiselle Houston au moment de l'arrestation de Monsieur Hall. Un policier a déclaré que lorsque Monsieur Hall a été accusé d'avoir administré de l'antimoine, Mademoiselle Houston a tenté de lui libérer les mains afin qu'il puisse sortir quelque chose de ses poches. L'inspecteur Broham a ajouté que tant ses paroles que ses actes laissaient entendre qu'elle était au courant de l'empoisonnement. Les lettres que Mademoiselle Houston avait envoyées à Monsieur Hall pendant leur détention ont été présentées au tribunal et montraient toutes une grande familiarité. Cependant, lorsque Mademoiselle Houston a été interrogée à ce sujet, elle a affirmé qu'elles étaient simplement rédigées de cette manière pour lui remonter le moral. La défense a affirmé que Mademoiselle Houston n'avait aucun motif personnel pour empoisonner Mademoiselle Hall et aucune preuve n'indiquait que la mort de Madame Hall lui profiterait. Après l'audition de toutes les preuves, l'accusation et la défense ont présenté leur plaidoirie finale avant que le juge ne récapitule l'affaire. L'accusation a rappelé au jury comment l'état de Madame Hall s'était aggravé au fil du temps à cause de l'ingestion de poison et qu'il était hautement improbable que cela soit arrivé par accident ou par auto-administration. Ils ont souligné que Monsieur Hall et Mademoiselle Houston avaient un accès constant à Madame Hall, que Monsieur Hall avait acheté de l'antimoine, avait étudié ses effets, avait un besoin urgent d'argent et que la mort de sa femme lui aurait apporté le répit financier dont il avait grand besoin. Lorsque le jury a été envoyé pour délibérer, il l'a fait pendant moins de 10 minutes avant de revenir pour déclarer Monsieur Thomas Hall coupable de tentative de meurtre, et le juge l'a condamné à la prison à vie. L'implication de Mademoiselle Houston était moins clairement définie et elle a été acquittée au moment même où le jugement a été rendu. Des questions demeuraient et certains réclamaient l'inculpation de Thomas Hall pour le meurtre du capitaine Henry Kane. On savait que, quelque temps avant la mort du capitaine,
Thomas traversait de graves difficultés financières et avait eu recours à la falsification pour améliorer sa situation. Donc, à bien des égards, la mort du capitaine Henry Kane lui aurait apporté un avantage financier. Le capitaine avait 2 belles filles, Madame Catherine Hall, l'épouse de Thomas, et Madame Newton. Cependant, aucune preuve ne montrait que Thomas connaissait les termes précis du testament du capitaine Kane, qui partageait la propriété entre les 2 femmes. Mais il y avait eu des arrangements financiers qui rendèrent la mort du capitaine avantageuse pour Thomas, selon un accord. Sa femme et sa sœur partagèrent les revenus de certains fonds, et dans un autre accord, conclu en décembre 1885, Catherine avait reçu une rente viagère de 300 livres par an, ainsi que l'usage de la maison où le capitaine Kane avait vécu. De plus, avant son mariage, Madame Hall avait placé tous ses biens en fiducie, ce qui signifiait que Thomas ne pouvait pas les contrôler directement, même s'il avait demandé que cela soit annulé, une demande à laquelle le capitaine Kane s'était fermement opposé et qui avait provoqué des tensions entre les 2 hommes. Après avoir pris tout cela en compte, il a été décidé qu'il y avait suffisamment de preuves pour inculper Thomas Hall de meurtre. Lors de son procès, Thomas a été reconnu coupable et condamné à mort. Cependant, l'affaire ne s'est pas arrêtée là. Un appel a été déposé et la condamnation annulée pour un point technique de droit. Le verdict a suscité de vives réactions, beaucoup de gens pensant que Thomas Hall s'en était tiré pour meurtre. Il est resté à la prison de Mount Eden pendant de nombreuses années avant d'être finalement libéré en 1907. Sa libération était cependant soumise à certaines conditions. Une allocation lui a été accordée, apparemment obtenue grâce à l'influence de sa famille, à condition qu'il quitte la Nouvelle-Zélande et n'y revienne pas. À ce moment-là, sa situation personnelle avait considérablement changé. Sa femme avait obtenu le divorce et était partie vivre en Angleterre avec leur fils. Thomas a quitté la Nouvelle-Zélande après sa libération, mais la suite de sa vie reste incertaine. Certaines sources indiquent qu'il est allé en Angleterre, d'autres qu'il aurait pu s'installer en Australie. Il a été affirmé qu'il a vécu sous un autre nom et qu'il a tenté de subvenir à ses besoins par des moyens modestes, notamment en vendant des photographies. Il y a également des suggestions selon lesquelles il aurait demandé l'autorisation de retourner en Nouvelle-Zélande, mais qu'il n'a pas été autorisé à le faire. Durant des années, le dossier officiel mentionnait la date et le lieu de sa mort comme inconnus. Cependant, le biographe Peter Graham a suggéré qu'il aurait peut-être passé ses dernières années dans la ville australienne de Yeppoon et qu'il y aurait été enterré sous une fausse identité. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous dans le prochain Briefcase.